Honorable député de Drummond. Merci, Madame la Présidente. Je ne peux pas m'empêcher de revenir sur ce que je tentais de faire en rappel au règlement il y a quelques minutes concernant l'intervention de ma collègue de Terrebonne. Et je pense qu'il y a un lien, Madame la Présidente, avec le débat d'aujourd'hui. J'ai constaté que mon collègue de Mont-Royal a pris ombrage des commentaires de ma collègue et en discutant, elle et moi, on a tous les deux convenu immédiatement que ce collègue n'était absolument pas visé par le commentaire de ma collègue de Terrebonne, qui parlait plus d'un fait répandu, malheureusement, qui illustrait un peu peut-être l'incompréhension qu'il peut y avoir par rapport à la langue officielle au Québec, qui est le français. C'est une préoccupation qui est tout à fait légitime et cela ne veut absolument pas dire que tous les députés présents en cette Chambre n'ont pas la liberté de s'exprimer dans la langue officielle de leur choix. On est tous d'accord avec ça. Cependant, pour mettre les choses dans leur contexte, il est vrai que pour nous, qui défendons bec et ongle le français, seule langue officielle et la langue commune au Québec, il peut parfois être préoccupant de constater que des députés représentant des circonscriptions majoritairement francophones ne soient pas capables de s'exprimer en français. Ça démontre un peu l'état du français et la nécessité de poursuivre ce combat-là chez nous au Québec. Ceci étant dit, j'admire depuis longtemps le fait que mon collègue de Mont-Royal, avec qui j'ai siégé d'ailleurs au Comité du patrimoine et avec lequel j'ai eu des divergences majeures, mais avec qui j'ai quand même réussi toujours à bien m'entendre pour aller de l'avant dans les projets de loi sur lesquels on débattait. Et c'est un député qui fait son travail admirablement dans les deux langues officielles et qui représente les citoyens de sa circonscription adéquatement à cet effet. Madame la Présidente, on parle aujourd'hui d'une énième tentative des conservateurs de discréditer le diffuseur public CBC Radio-Canada. Sur ce point particulier, sur la question d'avoir envoyé se faire traduire en français une production canadienne dans un studio de Paris, pour moi, pour l'ensemble de mes collègues du Bloc québécois, pour l'ensemble, j'oserais dire, des députés québécois de cette Chambre et pour l'industrie culturelle au Québec, ça n'a tellement pas de sens qu'on a vraiment pensé que c'était une fausse nouvelle quand on a vu ça apparaître. On s'est dit au départ, « Hey, non, c'est une erreur, c'est un balado qui a été produit à l'étranger, traduit à Paris et ensuite diffusé sur les plateformes de CBC Radio-Canada. » Mais pas du tout. Pas du tout. C'est une aberration monumentale. Comment est-ce que, dans ce pays supposément bilingue, dans ce pays où on a supposément un souci pour la protection des deux langues officielles et pour la protection de celle qui est le plus menacée, soit le français, comment peut-on prétendre qu'on ait cette préoccupation-là si on n'est même pas assez présent d'esprit pour se dire « Hey, on a une belle production ici, c'est un beau balado, c'est une belle affaire qu'on a. Hey, il faut exporter ça à l'international. » On ne pensera pas au Québec, ils ont un accent de cabochon. C'est ça qu'ils se sont dit, Madame la Présidente. Ils ont un accent de paysan au Québec. Le monde ne les comprendront pas. Fait qu'on va envoyer ça à Paris, comme ça on va avoir des du coup, on va avoir des en revanche, puis on va avoir des putains, puis des noms de Dieu. Ah, ça représente le français international, Madame la Présidente. Comme si au Québec, on n'était pas capable d'avoir autre chose qu'un accent du terroir. C'est une méconnaissance non seulement de la réalité du français au Québec et au Canada, c'est aussi une méconnaissance de l'industrie culturelle qui est parmi l'une des plus professionnelles, une des plus rigoureuses et une des meilleures au monde. L'industrie du doublage au Québec, Madame la Présidente, elle est exceptionnelle. Puis, ce qui est encore plus intéressant et ce qui est encore plus aberrant de constater qu'à CBC, on n'ait pas pensé que c'était possible, c'est qu'au Québec, on est capable de faire des productions en français international, en français avec l'accent de Paris, puis l'accent de Lyon, puis l'accent de Marseille, puis l'accent du Pas-de-Calais, si on veut. On est capable de faire des productions en français avec un accent espagnol, avec un accent anglais. On est capable de tout faire au Québec. Savez-vous pourquoi? Parce que ça fait des décennies qu'on développe cette industrie-là, l'industrie du doublage, parce que ça fait des décennies qu'on a des artistes qui se spécialisent, qu'on a des techniciens qui se spécialisent, à un point tel que les grandes productions américaines, bien souvent, viennent faire leur traduction chez nous, à Montréal, au Québec, parce que c'est là que la qualité est la meilleure. Nos artisans sont exceptionnels. Et on s'attendrait à ce que le diffuseur public, qui se veut rigoureux et qui se dit un véhicule indispensable de la culture,
on s'attendrait à ce que le diffuseur public soit le premier à être au courant de ce fait-là. Mais non. Non seulement ça, mais quand ce balado a été envoyé en France pour la traduction et que c'est venu aux oreilles notamment des journalistes, de l'Union des artistes, du secteur de la post-production et du doublage au Québec, ils ont demandé aux gars de CBC qui avaient eu l'idée de génie d'envoyer ça à Paris, pourquoi il n'avait pas pensé au Québec. Puis le gars ne savait même pas qu'on faisait ça. En fait, il savait qu'on faisait ça, mais il se disait, l'accent québécois, personne ne va comprendre ça. Ça montre une ignorance qui est en même temps une insulte profonde pour le travail exceptionnel qui est fait et la réputation exceptionnelle que l'industrie du doublage québécois s'est développée au fil des décennies. Il n'y a personne ici qui se rappelle de la production comme telle. Alone, a Love Story. Version française, Seule une histoire d'amour. C'est une production canadienne, en anglais, destinée à une plateforme de balado et qui rencontre un certain succès. Une occasion extraordinaire de montrer qu'on est capable de produire des choses ici et de les faire en anglais et en français, et éventuellement aussi dans des langues autochtones. Mais c'est une occasion ratée parce qu'on vient de s'enfarger dans nos propres lacets en se disant, on l'a fait en anglais, on va y aller ça en France pour le reste, puis on va exporter ça dans le reste du monde, sans même tenir compte de notre réalité à nous ici. Ça montre comment ce pays-là est dysfonctionnel. Le principe de faire quelque étape que ce soit d'une production canadienne financée par des subventions gouvernementales ou bénéficiant de crédits d'impôt ou d'allègements fiscaux, quels qu'ils soient, le principe d'envoyer quelque étape que ce soit se faire à l'étranger est déjà en soi une incohérence majeure. Il devrait être exigé. Quand une production reçoit des fonds gouvernementaux, reçoit du financement, reçoit quelque allègement de quelques programmes que ce soit au niveau provincial, Québec, les provinces, Ottawa, peu importe, chaque étape d'une production devrait être faite ici même, au minimum au Canada. Ça devrait être une condition sine qua non. Comme ça, le génie qui a pensé d'envoyer cette production-là à Paris pour se faire traduire en français puis en espagnol, il l'aurait su tout de suite. Mais non, on ne peut pas envoyer ça à l'étranger. C'est une production d'ici, c'est une production canadienne. Alors, on doit faire ça ici. Il est arrivé une suite d'événements, on en a discuté abondamment au Comité du patrimoine, Madame la Présidente, quand la PDG actuelle, dont le mandat tire à sa fin, Madame Catherine Tate, est venue témoigner justement pour parler de cette histoire. Elle a exprimé des regrets sincères. Elle a exprimé son affirmation à ce qu'une telle situation ne se reproduise jamais. Et je sais que le message s'est rendu, Madame la Présidente. Le message s'est rendu, Madame Tate a pris acte des préoccupations du comité et de cette Chambre et les a clairement communiquées à tous les étages du diffuseur public. Ça m'étonnerait pas mal que dans un avenir prévisible, on revive une situation comme celle-là. Je serais bien étonné, Madame la Présidente. Et on peut reprocher bien des choses à Mme Tate de son mandat. Je suis le premier à en être critique à plusieurs égards. Mais l'acharnement dont font preuve les conservateurs à son endroit commence à être un peu démesuré, commence à être un peu déraisonnable. Elle est devenue la tête de turc des conservateurs pour toutes sortes de raisons. Et ça ne fait que servir d'outil à leur appel au définancement de CBC. Ce qu'on a aussi aujourd'hui sous les yeux, Madame la Présidente, c'est exactement ça. C'est encore une fois une façon de ramener sur le sujet leur impression que CBC est une organisation dysfonctionnelle qui ne mérite pas d'être et qui devrait être définancée. Alors, on se sert de ce rapport du Comité des langues officielles qui blâme à juste titre une décision qui a été prise de faire traduire un balado à l'étranger pour ramener sur la table le fait que
CBC ne mérite pas la confiance des Canadiens et des Québécois et mérite de se voir amputé de son financement. Alors moi, j'en profite, au même titre, pour ramener sur la table l'importance d'avoir un diffuseur public, particulièrement, Madame la Présidente, dans un contexte où on a justement des conservateurs qui s'acharnent à coups de désinformation et de vérités tronquées à discréditer ce diffuseur public qui, contrairement à leurs prétentions, offre une information rigoureuse, même si elle ne plaît pas toujours, offre des émissions de variété qui sont très prisées des Québécois. Je ne veux pas parler pour le secteur anglophone et pour ce que produit la CBC, parce que je pense qu'effectivement, c'est reconnu que ce qui est produit à Radio-Canada et dans les services français de la Société d'État est de bien plus grand attrait pour le public, disons, appelons ça comme ça, recueille beaucoup plus de succès et de popularité. Mais je ne veux pas juger de la qualité de ce qui se fait à CBC du côté anglophone. Je suis convaincu qu'ils font des productions d'excellente qualité aussi. Mais ceci étant dit, c'est encore une fois une occasion pour les conservateurs de discréditer ce que nous considérons comme un service de plus en plus essentiel dans le contexte actuel. Un contexte où on a besoin d'avoir des journalistes, des salles de nouvelles qui répondent d'un code de déontologie, d'un code de conduite qui les oblige à la rigueur. On a besoin d'un véhicule pour la culture francophone au Québec et au Canada. On a besoin d'une entreprise qui produit des émissions de variété de qualité, qui raconte nos histoires, parce que c'est ça le mandat de CBC Radio-Canada, raconter nos histoires. Et c'est d'ailleurs, je fais un parallèle, c'est d'ailleurs ce qui est encore plus offusquant de voir qu'on s'en va faire traduire nos histoires par des étrangers parce qu'on trouve que leur accent va mieux passer chez les autres. Alors, on va raconter nos histoires, mais avec la voix de quelqu'un d'autre, l'accent de quelqu'un d'autre, parce qu'on se dit, sinon, ils ne comprendront pas nos histoires. Bref, j'arrête là pour l'aparté. Je reviens au débat, disons, actuel et plus global sur l'initiative des conservateurs de frapper continuellement sur CBC Radio-Canada dans le but d'essayer d'alimenter cette espèce de bête, cette espèce de monstre qu'ils tentent de créer, selon lequel le financement à CBC devrait être coupé. Et là, il y a une grosse joke là-dedans, Madame la Présidente, une grosse anomalie dans l'histoire, dans leur raisonnement. Une affaire que, même en réunissant des érudits, là, des chercheurs d'université autour d'une table, en essayant de comprendre c'est quoi leur logique, je ne pense pas qu'on y arriverait. Parce que les sondages sont à 80% favorables pour le maintien et la protection d'un diffuseur public en santé. Quand on demande ça, c'est à travers le Canada, ce n'est pas juste dans la banlieue sud de Montréal. Là. On demande aux Canadiens à grandeur, est-ce que vous voulez avoir un diffuseur public de qualité? Est-ce que vous aimez CBC et Radio-Canada? À 80%, ils répondent oui. Ça veut dire qu'il y en a là-dedans qui doivent être des électeurs conservateurs, je ne peux pas croire, là. Alors, eux autres, au lieu de se dire, bon, ben, on n'est peut-être pas sur la bonne traque, on va dire, on va moduler, on va présumer que dans ce 80%-là, une forte majorité vient du Québec, où sont des francophones qui veulent protéger Radio-Canada. Fait que, on va dire qu'on va couper le financement à CBC, mais qu'on va sauver Radio-Canada. Explique-moi que tu comprends rien sans me dire que tu comprends rien. C'est un peu ça. Parce que ça fait 90 ans que CBC et Radio-Canada existent. Ça fait 90 ans que ces deux organisations-là sont en fait un chien à deux têtes. La production des nouvelles, la production éditoriale, tout ça s'est séparé. Mais la quantité de ressources qui sont partagées entre CBC et Radio-Canada, ça fait que ça devient un tout indissociable, Madame la Présidente. Et ça a été expliqué, je ne sais pas combien de fois, au cours des 5 réunions auxquelles Mme Tête est venue participer en comité cette année seulement. 5 fois, la PDG de CBC Radio-Canada est venue. Toutes les fois qu'on lui a posé la question, il nous a expliqué comment et pourquoi Radio-Canada ne pouvait pas être dissocié de CBC et souffrirait énormément de coupures de financement de CBC. Dans toutes les rencontres, elle nous l'aurait expliqué, je lui ai personnellement posé la question, je ne sais pas combien de fois. Et à chaque fois, la réponse était claire, limpide, argumentée, pleine. Mais je pense que personne n'écoutait. Du moins, dans cette gang-là, je pense que personne n'écoutait.
Parce qu'il continue de dire qu'il faut définancer CBC, puis que ça fera pas mal à Radio-Canada. Il y en a même un qui a dit, ben là, on va définancer CBC, mais on va maintenir Radio-Canada tel quel. Oui, mais c'est parce que t'écoutais pas. T'as pas compris? On vient de dire que ça se pouvait pas. On vient de dire qu'ils partagent des édifices à peu près partout dans le Canada. Tu dis que tu veux définancer CBC, puis ça, c'est une des belles, un des beaux exemples de populisme de la part du chef d'opposition officiel. Quand il dit, on va vider les bureaux de CBC partout au Canada, on va faire des logements sociaux. Hein? Comment trouver une solution simple à un problème qu'on n'est pas capable d'expliquer soi-même? Ça ressemble à ça, Madame la Présidente. C'est vraiment du gros n'importe quoi. Il faut qu'on se retrouve encore une fois avec une autre raison aujourd'hui de taper sa tête de Catherine Tate en se disant qu'on va taper sa tête de CBC, puis que comme ça, on va amener du monde à penser qu'il faut définancer CBC, puis que ça ne fera rien à Radio-Canada. Ça passe pas. Au Québec, ça passe pas. Si c'est les gens du Québec que les conservateurs essaient de convaincre, bien, ça marche juste pas, parce que tout le monde le sait au Québec, que si tu définances CBC, ça va avoir un impact catastrophique sur Radio-Canada. Donc, un impact catastrophique sur le véhicule principal de la culture francophone au Canada et au Québec. Un impact énorme sur l'industrie culturelle, sur les auteurs, sur les artistes, sur les comédiens, sur les producteurs, sur les musiciens, sur les chanteurs, sur tout le monde. Il n'y a personne au Québec qui gobe ce message-là, à moins d'avoir coulé sa deuxième année. Et j'en connais pas beaucoup, parce qu'on a un excellent système d'éducation au Québec. Bon, on en rediscutera un autre tantôt peut-être. OK. Ceci étant dit, Madame la Présidente, je trouve un peu aberrant de voir que les conservateurs prennent des épisodes isolés et en font une montagne pour démontrer l'échec complet d'une organisation qui, au contraire, devrait inspirer la fierté, dans la plupart des cas, s'entend, du moins sur la couverture, sur la présence, sur les efforts justement de rejoindre les Québécois et les Canadiens dans les régions les plus éloignées, malgré les contraintes que ça représente. On prend ces incidents isolés, qui ne sont pas banals, j'en conviens. Hein? Quand on parle des bonnies, c'est pas banal. Là. On peut très, très bien avoir une conversation sur les 18 millions de bonnies qui ont été versés au cadre. On peut avoir cette conversation-là. On l'a eu, d'ailleurs. Mais ils n'écoutaient pas, parce que le message, les réponses n'étaient pas nécessairement dans le sens de ce qu'ils voulaient entendre. Mais on l'a eu, cette conversation-là, et on doit continuer de l'avoir. Le mode de financement, le mode de rémunération, de CBC Radio-Canada doit être repensé de façon à ce que ce soit acceptable et compris, ça c'est une autre affaire, là, mais à tout le moins acceptable, Madame la Présidente. Il y a un nouveau mandat qui va probablement être proposé incessamment par la ministre du Patrimoine. Une proposition de mandat qui viserait à revoir certains paramètres qui guident la conduite et qui guident les opérations du diffuseur public. J'ai hâte de voir ça, parce que probablement que là-dedans, il y aura des outils pour revoir certaines choses qui représentent des frustrations à l'égard du diffuseur public de CBC Radio-Canada. Et ce serait bon, ce serait pas mauvais. Il faut qu'on regarde ce qui se passe ailleurs. Les gens se plaignent, ça coûte cher, on paye ça avec nos taxes, c'est 1,4 milliard à peu près, plus à peu près 400 millions en revenus d'abonnement puis de publicité. C'est ça que ça coûte, le diffuseur public. Mais dans les faits, ce que ça coûte par Canadien, c'est à peu près 32 piastres par année. La plupart du monde paye 18 puis 20 piastres pour Netflix, puis probablement d'autres abonnements à gauche, à droite comme ça. 32 piastres par année pour CBC, Radio-Canada et la plupart des services en ligne qu'ils ont à offrir. Peut-être qu'on peut regarder si ça coûte si cher que ça, comparé à l'Allemagne, où ça coûte 140 piastres par année, par habitant, ou à l'Australie, où ça coûte, je pense, autour de 47 $. Je veux dire, ça ne met pas grand monde dans la rue. Et on aurait peut-être un service qui est plus transparent, plus facile à regarder aller et qui prête peut-être un peu moins flanc à la critique populistes qui viennent de politiciens comme les conservateurs actuels. Madame la Présidente, je suis tout à fait d'accord qu'il faut dénoncer des décisions qui sont prises comme celle de prendre une production qui est faite ici au Canada et de l'envoyer se faire traduire ailleurs en français, comme ce serait tout aussi inacceptable si c'était l'inverse, qu'une production québécoise ou canadienne en français soit traduite à l'étranger. Ce serait tout aussi inacceptable. On a les ressources ici, on a des gens de grande qualité. Il faut dénoncer ça, c'est ce qu'on a fait. Mais de ramener ça en débat à la Chambre à la suite de la publication d'un rapport, Madame la Présidente, je pense que c'est de mauvaise foi et c'est juste encore une fois une occasion
de la part des conservateurs de taper sur la tête de CBC Radio-Canada pour faire avancer leur idée de définancement qui ne pogne pas pantoute dans la population. Je le rappelle, 80% des Canadiens veulent avoir un diffuseur public de qualité et le protéger. C'est des chiffres qui ne mentent pas et les conservateurs aiment les chiffres. Ils devraient peut-être les considérer, ceux-là.